Bonjour et bienvenue à ce deuxième rendez-vous de l'environnement de l'année 2023. Les rendez-vous de l'environnement sont des rendez-vous mensuels proposés par la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes grâce au soutien financier de l'ADEME. Donc chaque mois, une thématique liée à la transition écologique est traitée. Et pour aujourd'hui, c'est des vélos cargo à assistance électrique. Donc comment les adopter au sein de votre entreprise artisanale. Pour m'accompagner aujourd'hui, donc moi je suis Remco Lermet, je suis conseiller environnement à la Chambre de métiers d'artisanat de l'Ardèche et de la Drôme, et je suis accompagné donc de Lucie Carda, chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Les Boîtes à Vélo, de Rémi Charly, ébéniste restaurateur, et de Jean-François Sins, réparateur électroménager et homme toute main. Au programme de ce webinaire, une présentation de l'association Les Boîtes à Vélo. Ensuite, le vélo cargo dans mon activité, comment, pourquoi. L'intervention des deux artisans qui sont aujourd'hui présents avec nous et qui utilisent le vélo cargo au sein de leur activité. Et ensuite, une session de questions-réponses. Au niveau des modalités, donc toutes vos caméras et micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions en bas à droite sur l'onglet questions ou l'onglet chat. Et dans le temps de questions-réponses, on vous invitera à les poser en direct pour que ce soit un peu plus convivial. Donc, je vais directement laisser la main à Lucie pour la présentation des boîtes à vélo et la suite de l'intervention. Merci Remco, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire sur comment travailler à vélo pour son entreprise artisanale. La première partie, donc, c'est une présentation des boîtes à vélo. Les boîtes à vélo, on est une association qui réunit des entrepreneurs à vélo. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs dans le secteur de la culture, de la restauration, la filière vélo utilitaire qui regroupe les fabricants et les revendeurs de vélos cargo, la logistique, donc tout ce qui est transport de marchandises pour autrui, l'artisanat et les services. Donc c'est des secteurs de métiers qui sont très variés et on tient au sein des boîtes à vélo à réunir tous ces corps de métiers différents pour représenter les professionnels à vélo. Aujourd'hui, au sein des boîtes à vélo, on a 300 structures adhérentes, quasiment 1000 équivalents temps plein, 25% de dirigeantes. C'est important pour nous de parler de femmes professionnelles à vélo. En moyenne, on a 3,4 équivalents temps plein par structure. Et on est représenté sur 53 départements et 14 régions, avec des chargés de mission sur 5 départements, et on a un chargé de mission qui s'occupe des autres régions qui n'ont pas de chargé de mission, propre, et une ancienneté moyenne des entreprises de 4 ans, ce qui est plutôt pas mal quand on connaît les conjonctures actuelles. Donc là, vous avez une carte un peu d'où on est représenté. Au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a donc 2 associations locales, les Boîtes à vélo Lyon et les Boîtes à vélo Grenoble. Les Boîtes à vélo Grenoble, c'est une des premières associations qui a permis derrière de constituer le réseau national des boîtes à vélo. On a un peu moins d'une dizaine d'entreprises à vélo donc au sein de cette association. Et au sein des boîtes à vélo Lyon, on est un peu plus d'une vingtaine. Et moi, en tant que chargée de mission, donc, je suis basée à Lyon et je travaille avec ces 2 associations locales et aussi sur plusieurs territoires de la région avec donc c'est grâce au financement de l'ADEME dans le cadre des feuilles de route qualité de l'air que je peux travailler sur cette région, et donc sur des territoires assez variés comme Lyon, Grenoble, Valence, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, pardon, et la vallée de l'Arve. Voilà, donc mon rôle, c'est de développer le vélo cargo et d'appuyer les associations locales dans leur développement.
Qu'est-ce qu'on fait au sein des boîtes à vélo? Aujourd'hui, on a, 3 gros piliers, au sein de l'association. Le premier, c'est d'accompagner les entrepreneurs à l'usage du vélo cargo professionnel. C'est, totalement ce qu'on fait aujourd'hui avec ce webinaire. On a un programme dont je vous parlerai plus tard qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise et qui vous accompagne concrètement, dans, l'usage du vélo cargo ou du vélo, plus généralement, pour son travail. La production de connaissances, on a un centre de ressources qui est disponible sur notre site internet, qui permet un peu de se renseigner, sur des sujets, divers et variés, autour du travail à vélo. On a notamment des livrets métiers, qui permettent de se dire: «Bah, moi, je vais travailler aujourd'hui, je suis restaurateur, je vais, travailler en vélo cargo. Comment je fais pour, transporter, des aliments qui ont besoin de rester, au froid?» Bah, il y a un livret qui est disponible sur le sujet, sur notre site et plus largement, il y a voilà, on regroupe beaucoup d'informations dans notre centre de ressources. Hem, L'idée, c'est quand même d'avoir, un panel, de ressources pour, se lancer sereinement et sur le sujet, on essaye aussi de faire du plaidoyer, pour faire avancer la réglementation en faveur des professionnels à vélo. Et enfin, le dernier pilier, mais pas des moindres, on apporte, des services aux professionnels et on conseille, les entreprises et les collectivités, dans le passage au vélo cargo pour, heu, pour leurs activités. C'est des services qui sont très modulables, qui dépendent, du cahier des charges des structures qui vont nous solliciter et qui permet, des fois de dépasser, certaines, limites, ou auxquelles une structure n'arrive pas à répondre seule et nous, en tant qu'association, d'intérêt, commun, on est là pour ça. Voilà. Et du coup, la deuxième partie, le vélo cargo, pourquoi, pour qui, comment? Hem, il me semble que c'est le moment du sondage, si je dis pas de bêtises, Remco. Oui. Hem Du coup, on a quelques questions à vous poser pour connaître un peu, vos avis, votre, niveau de «connaissance» entre guillemets, sur le vélo cargo et comme ça va nous permettre un peu de 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 pouvoir échanger, sur le sujet. Donc vous avez un onglet sondage en bas à droite. Normalement, ça apparaît en pop-up. Vous pouvez Ouais. l'avoir directement et vous pouvez y répondre. Donc, la première question, c'est quelle vitesse maximum est autorisée pour un vélo à assistance électrique? 20 km/h, 25 km/h ou 35 km/h? Donc je vois que la majorité des réponses, c'est, 25 km/h. Et bah, c'est le cas. 25 km/h, c'est, la vitesse maximum autorisée sur, les pistes cyclables, et pour, les vélos à assistance électrique. Au-delà, c'est considéré, comme, un scooter, et donc il faut que l'engin motorisé, soit immatriculé. Voilà. Après, on a une seconde question. Quelle est la charge utile d'un vélo utilitaire? 70 kg, 140 kg ou 300 kg? Sur cette question, il y a plusieurs, votes, possibles. Enfin, réponses possibles, pardon. OK, top. Je vois que, du coup, la majorité est plutôt autour de 140 kilogrammes. En fait, toutes les réponses, sont bonnes. Les vélos, il y a des vélos qui peuvent porter, différents poids, qui peuvent avoir différentes charges utiles et ça dépend de votre activité et de vos besoins. On en parlera un peu plus tard, dans le webinaire. Ensuite, on a une autre question à vous proposer. Donc, faut-il une formation spécifique pour utiliser un vélo utilitaire? Oui ou non? OK. Donc je vois qu'on a 18 votes.
Eh ben, vous avez bon, c'est non. Il ne faut pas de formation spécifique, on n'a pas besoin de permis ou autre. Par contre, ça peut être important d'essayer un vélo avant, un vélo cargo, d'accéder à la formation à cyclo-entreprise dont je vous ai parlé un peu avant et que je détaillerai par la suite. Et voilà, enfin, c'est un vélo, entre guillemets, tout ce qu'il y a comme vélo, mais il faut parfois un peu de prise en main et voilà, mais il n'y a aucune obligation. Peut-on emprunter les pistes cyclables avec un vélo utilitaire? Oui ou non? Quasiment 100% des votes pour oui. Vous avez tout à fait raison. On peut totalement emprunter les pistes cyclables avec un vélo utilitaire. Et pour rappel, du moment que ça dépasse pas 25 km, la vitesse ne dépasse pas 25 km/h, c'est totalement possible. Et on avait une dernière petite question à vous soumettre. C'est un vélo utilitaire doit-il être immatriculé? Et également oui ou non. Ok, pas mal. Je vois que vous connaissez bien le sujet. Effectivement, un vélo utilitaire n'a pas à être immatriculé, sauf, encore une fois, s'il dépasse sa vitesse maximale est au-dessus de 25 km/h. Top. Et je vous propose de passer à la suite. Donc, le vélo cargo, pourquoi, pour qui et comment? D'abord, peut-être faire un petit point sur les bénéfices du vélo cargo. On ne vous a pas trop interrogé sur le sujet, mais le vélo cargo, en ville, il est 1,6 fois plus rapide qu'une voiture. Ça, quand on est entrepreneur, le gain de temps, c'est primordial et voilà, donc c'est important de le rappeler. C'est corrélé à des questions d'économie. On n'a pas besoin de carburant. Ici, c'est les cuisses et la batterie qui travaillent. Pas réellement de problème de stationnement. Et on a aussi pas ou peu de risque d'avoir des amendes. C'est des sujets que les entrepreneurs nous remontent souvent. C'est en fait, moi, j'en ai marre de me prendre des amendes avec ma camionnette parce que je trouve pas de place. Donc, je passe au vélo cargo, je passe au vélo tout court et c'est beaucoup plus simple. Sur l'environnement, on émet peu ou pas de gaz à effet de serre. La pollution de l'air, on y contribue peu ou pas, encore une fois. Et au niveau aussi de la pollution sonore, une voiture thermique fait quand même pas mal de bruit et un vélo, pour le coup, on est plutôt dans une sobriété de la ville qui n'est pas négligeable quand on vit dans des centres urbains. Au niveau de la santé, on a 20 fois plus de bénéfices que de risques. Faire du vélo, je pense qu'on sera toutes et tous d'accord sur le sujet, c'est très bon pour la santé. Alors, il y a certes des risques d'accident, mais comme il peut y en avoir en voiture. Et au contraire, notre activité professionnelle nous permet d'avoir une activité sportive ou du moins de bouger régulièrement dans sa journée, ce qui peut être un avantage quand on est un entrepreneur et qu'on n'a pas forcément le temps de beaucoup faire de sport, par exemple, à l'extérieur ou des choses comme ça. Et le bien-être, donc déjà le sport, cette activité sportive peut y bénéficier. On est aussi plus au contact de son environnement. On peut s'arrêter facilement, passer voir son client qui est le boulanger du coin. On attire aussi beaucoup la sympathie des clients. Un vélo cargo, c'est un très bon outil de communication. On nous remarque dans la ville parce qu'aujourd'hui, il y a peu de vélos cargo, même si ça se développe de plus en plus. Et c'est sympa de se dire que son plombier se déplace à vélo et de le croiser de temps en temps. Et voilà, c'est quelque chose qui est important.
et qui voilà, attire vraiment la sympathie. Quand on voit son entreprise artisanale qui est à vélo, ça rajoute quelque chose de plus. Lucie, Oui, juste avant, on a une question sur le stationnement d'un vélo cargo sur les trottoirs. oui. Est-ce que tu as des réponses là-dessus? Alors aujourd'hui, le stationnement des vélos cargos sur les trottoirs, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Dans le code de la route, le vélo n'a pas le droit de circuler sur les trottoirs. Disons que il faut être sûr que ça n'entrave pas le passage d'un fauteuil roulant ou d'une poussette sur le trottoir. Et le mieux, ça reste quand même de pouvoir l'attacher sur un point qui est fait pour. Alors ça, c'est des choses qui vont être développées dans les collectivités. Donc voilà, c'est encore une zone de flou sur cette question-là. Mais c'est un sujet qui est c'est pour nous important au sein des boîtes à vélo. Voilà, j'ai pas de réponse claire et précise sur le sujet, mais disons qu'il faut toujours faire au mieux en fonction des usagers. Et peut-être que Jean-François et Charlie, vous pourrez nous répondre sur ce sujet, sur les pratiques et sur comment vous viviez cette question. Donc, c'est quoi un vélo cargo? On a plusieurs types de vélos cargo. On a des biporteurs donc, qui permettent une charge avant, des triporteurs, donc pareil, en charge avant. Donc là, on a 2 roues à l'avant et une à l'arrière. Des tricycles, donc plutôt une charge arrière, vélo plus remorque. En général, nous, ce qu'on dit au sein du réseau des boîtes à vélo, c'est plutôt comme vélo, ils vont utiliser des VTT électriques. Et enfin, le biporteur charge arrière, le long tail, qui est souvent utilisé pour un usage familial, mais qui peut être utile pour des professionnels qui ont des plus petites charges à transporter. Voilà. Et peut-être, on va en parler juste après, mais il n'y a pas un vélo, un métier. Ça dépend de vous, de vos besoins en tant que professionnel et vraiment de quoi j'ai besoin, combien de kilomètres je vais faire et qu'est-ce qui me convient moi personnellement. L'avantage par exemple du long tail, c'est que ça ressemble beaucoup à un vélo classique. En même temps, le tricycle, ça peut donner l'impression d'être un peu plus protégé du froid et des intempéries. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui dépendent réellement, mais on va le voir juste après. Lucie, Ouais. juste avant, sur la présentation précédente, Oui. on a une question sur l'association d'un long tail et d'une remorque, savoir si c'est possible. Alors, je dirais oui, mais peut-être que Jean-François ou Charlie, vous avez plutôt une réponse sur le sujet. Alors personnellement, moi j'utilise un long tail, on verra tout à l'heure. J'ai pas actuellement installé de remorque, mais il n'y a aucune contre-indication à installer une remorque derrière en fait. Il faut juste avoir l'accroche qui va bien et on a suffisamment de tubes et de tubulures derrière sur un long tail pour pouvoir accrocher une remorque sans souci. Super. On a une question de Damien aussi, mais on y répondra peut-être plus tard, ou si c'est pas répondu dans le temps des questions-réponses. Donc je te laisse continuer, Lucie. Ok, parfait. Alors là, je vous ai mis quelques informations sur les modèles, le poids le poids de chaque modèle et la charge utile qu'ils peuvent transporter, juste pour vous donner une idée. Sachant qu'on a des vélos, là, la charge utile sur cette présentation, c'est jusqu'à 275 kg. Voilà, c'est des vélos qui peuvent peut-être que en tant que plombier à vélo, j'ai besoin de je dirais 100 kilos régulièrement et de temps en temps de 275 kilos. Là, c'est des adaptations aussi. C'est qu'est-ce qui va me servir le plus souvent possible. Donc voilà, là, ça vous donne un petit panel de ce qui est possible et de ce qui existe, sachant qu'il y a plein d'autres marques qui sont aujourd'hui disponibles et des marques françaises, voire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà. Un vélo cargo pour qui
on a des plombiers. Donc là, on voit un plombier qui a une remorque attachée à son vélo. Et là, par exemple, on a un biporteur. Donc la photo est un peu découpée, mais voilà, c'est deux modules possibles pour les plombiers. Les laveurs de vitres aussi. On est sur deux choses différentes. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est aussi sur un biporteur. Et là, un tricycle, si je me trompe pas, ou un triporteur. Je confonds toujours un peu les deux. Et les interventions express. Donc là, j'ai rajouté une information, c'est combien de kilomètres par jour je fais si je fais des interventions express. Donc pour nos adhérents, c'est entre 25 et 35 kilomètres par jour. Il y a un impact vélo du coup sur l'organisation de la structure qui est un peu fort. Le chiffre d'affaires peut rester au même niveau ou augmenter. Et par contre, le vélo fait baisser les charges. Donc là, c'est un équilibre à trouver. Sur les interventions longues ou livraisons ponctuelles, là, on est plutôt aux alentours de 10 à 15 km par jour. Pareil, on a un impact de vélo qui est plus important sur l'organisation. Le chiffre d'affaires va rester quasi identique. Par contre, les charges vont baisser. Et donc là, à chaque fois, vous pouvez voir un peu les vélos qui sont utilisés suivant le choix du professionnel à vélo. Voilà. Et du coup, comment je fais pour acheter un vélo? Aujourd'hui, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même pas mal d'aides. On a des aides localisées, donc la métropole de Lyon est plutôt généreuse sur les aides, ou sinon, les villes ou communautés de communes peuvent aller jusqu'à 500 € sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est des choses qu'il faut regarder au cas par cas sur le site de votre collectivité. Et on a les aides de l'État, donc le bonus vélo, qui va jusqu'à 2 000 € et 40% du prix du vélo. La prime à la conversion, c'est jusqu'à 1 500 € et 40% du prix du vélo. Et enfin, la prime Macyclo Entreprise, qui va jusqu'à 1 800 € et 20% du prix du vélo et des accessoires, donc casque, gants, etc. Voilà. Et donc, le programme Macyclo Entreprise dont je vous parle depuis quelques temps durant ce webinaire. Le programme, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui est gratuit et qui accompagne les entrepreneurs à vélo. Il prend fin en juin 2023. Donc, si vous vous questionnez sur comment je pourrais travailler à vélo, c'est le moment d'en bénéficier. Aujourd'hui, on a des centres de formation donc à Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Mais on en reparlera plus tard. Donc, comment se déroule ce programme ? Il y a 3 temps qui sont définis. Le premier, c'est une formation en petits groupes par des professionnels à vélo. Donc, c'est une matinée où on va parler des aspects théoriques de comment travailler à vélo et aussi essayer un vélo cargo. Ça peut être l'occasion de se dire, tiens, j'aimerais bien, mais en même temps, j'ai jamais essayé, comment je peux faire ? Je m'inscris à une formation Macyclo Entreprise et là, du coup, je vais pouvoir tester. Après ce temps en groupe, qui dure environ une matinée, on a un accompagnement personnalisé par un professionnel à vélo, donc qui dure entre 1 heure à 2 heures, qui se fait par visio, appel téléphonique ou autour d'un café. Et là, l'idée, c'est de poser toutes les questions qui nous viennent sur comment je vais faire réellement pour monter mon entreprise à vélo. C'est un temps qui est très apprécié. Il n'y a pas de questions bêtes. Et l'avantage, c'est qu'on est avec un professionnel à vélo. Donc, ça fait quelque temps qu'il est dans le métier et il peut orienter sur tiens, j'hésite entre un triporteur ou un biporteur. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Enfin, voilà, il y a vraiment on peut poser toutes les questions pendant ce temps-là. Et enfin, on a un rendez-vous avec un conseiller financier de l'ADI qui nous permet derrière d'accéder à la prime d'acquisition si on y est éligible. Et donc,
C'est la prime dont je vous parlais, donc jusqu'à 1 800 € à hauteur de 20% du prix du vélo et des accessoires, qui se rajoutent aux autres primes qui existent en France. Voilà. Donc, je vous en ai rapidement parlé. Massiclo en entreprise, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a donc 3 centres de formation, Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. On commence à avoir de plus en plus de bénéficiaires de la formation, ce qui fait des petits et de plus en plus de cyclo-entrepreneurs. Voilà. Et je laisse la main à Jean-François. Juste avant de laisser la main à Jean-François, peut-être sur les aides, rappelez qu'il y a un site internet qui s'appelle mesaidesvelo.fr qui permet, en fonction de sa localisation, de connaître les aides existantes et qui répertorie l'ensemble des aides que Lucie a montré. Et peut-être juste une précision, Lucie, sur la prime à la conversion. Si tu peux préciser un peu la prime à la conversion. Oui, alors si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier du coup sur le site du gouvernement sur le sujet, la prime à la conversion, c'est quand on passe d'un véhicule diesel pour acheter un vélo ou un véhicule qui n'est pas, qui est électrique ou en tout cas qui n'est pas très polluant. Donc voilà. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la mise au rebut d'un véhicule diesel ou essence en fonction de la motorisation. Ça, c'est soit de 2011, diesel de 2011, enfin en dessous de 2011, soit essence en dessous de 2006. Parfait, merci beaucoup. Du coup, on passe la main à Jean-François. Merci Lucie. Merci Lucie. Donc bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Jean-François Sins. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai décidé, ça fait 1 an maintenant environ, de créer une micro-entreprise avec 2 domaines d'activité. La première, c'est la réparation d'électroménager. Et la deuxième, c'est homme toute main. Donc, je propose du bricolage ce que j'appelle domestique, donc c'est plutôt en intérieur. Et ça peut être de la réparation électricité, plomberie, dans les critères de l'homme toute main. Donc, c'est pas une création complète de tableau électrique, mais c'est quelques petites réparations comme ça. Ce qui nécessite d'avoir un petit peu de matériel, un petit peu de trousse à outils, un petit peu d'outillage qui va être en plus différent en fonction de l'activité et de l'intervention, ou des interventions que j'ai à faire dans la journée. Quand j'ai entamé ce principe de reconversion, j'ai cherché sur Internet parce que, je pratique le vélo en fait depuis j'ai l'impression depuis toujours. Donc, j'ai cherché, j'avais l'idée de dire tiens, mais ça serait marrant de créer un truc en artisanat comme ça et de le faire en vélo. Mais je dis mais je dois être un peu fou parce que j'en ai jamais vu. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé sur les boîtes à vélo. Donc je me suis inscrit et j'ai vu que j'étais loin d'être le seul fou parce qu'il y avait beaucoup de gens et de plus en plus de gens qui créent différents types d'entreprises à vélo. Donc je me suis inscrit à une formation les boîtes à vélo à Lyon. Et ce que je trouve rigolo, c'est que en fait dans la présentation, dans ce qu'on voit avant, la photo de la formation, c'est celle que j'ai participé. Je me suis reconnu à droite dans la photo. Bon, ça c'était je sais pas si Lucie ou Remco vous l'avez fait exprès, mais ou alors c'était un coup de chance. Donc voilà. Donc cette formation. Alors moi, je suis un inconditionnel du vélo. Cette formation, je l'ai faite avec grand plaisir. J'ai appris énormément de choses. Et notamment, comme le disait Lucie tout à l'heure, la possibilité d'essayer les vélos. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les triporteurs, il y a le vélo cargo avec la sacoche, la caisse devant et le long tail. Et après différents essais, j'ai opté pour le long tail qui reste
dans le cadre d'une utilisation complètement urbaine, qui reste le plus facile parce que ça se pilote grosso modo comme un vélo traditionnel. On prend quasiment pas plus d'espace sur la route et sur les voies cyclables avec ça. On peut charger sur le modèle que j'ai choisi, on peut charger 80 kg derrière et 20 kg devant. Donc on peut arriver à 100 kg de charge sans remorque. Donc on peut aussi rajouter une remorque derrière, comme je disais tout à l'heure. Donc on peut arriver à transporter pas mal de choses, en sachant que dans le principe de ma micro-entreprise, je ne propose essentiellement que l'installation du matériel. C'est-à-dire que si quelqu'un a quelque chose de très volumineux, et ben, il se le fait livrer, et après, moi, je viens pour la partie installation. Je ne peux pas proposer le transport par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Le vélo, on a vu un peu ce que présentait Lucie sur les différents types d'avantages du vélo. Et ben le vélo, c'est une sensation de liberté, c'est un bien-être d'utilisation. Et il y a un point qui est, à mon avis, très très important et peut-être pas assez souvent utilisé ou énoncé, c'est que quel que soit le trafic qu'il peut y avoir en ville, le temps de trajet est toujours identique. On est complètement indépendant de tout ce qui peut être bouchon, carambolage, accident, voire même manifestation. On peut arriver à dériver et on n'est jamais bloqué avec un vélo et le temps est vraiment, vraiment complètement fiable. Je sais que pour aller d'un point A à un point B, il y a un quart d'heure, et ben je mets toujours ce quart d'heure-là pour y aller et ça varie pas de 10 minutes à 45 minutes en fonction de la circulation. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Par rapport à comment dire, à l'utilisation que j'en fais moi, parce que ça, je pense que c'est important. Donc, j'habite sur Guilherand-Granges. Guilherand-Granges, c'est une petite commune de 13 000 habitants qui est située juste en face de Valence. Donc, Valence, c'est 70 000. Et en fait, on est sur un bassin d'habitants de 120 ou 140 000. Je crois peut-être que Remco, il a les vrais chiffres, mais on doit être à peu près dans ces chiffres-là. Et grosso modo, par rapport à ma situation, j'interviens sur un périmètre d'une dizaine de kilomètres autour de ma commune. Donc, ça reste quand même un périmètre relativement court. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question de quelqu'un qui voulait intervenir, qui voulait faire quelque chose en montagne, avec des charges potentiellement lourdes et des pentes de 18%. On reste dans les contraintes d'un vélo, normal ou un vélo électrique. C'est que 18%, il faut les monter. Hein. C'est tout à fait réaliste. Par contre, je pense qu'avec un système de batterie, il ne faut pas qu'il y en ait 25 à faire dans la journée parce que la batterie, elle ne tiendra pas la journée, quoi. Donc voilà. Après voilà, ça, c'est par rapport à ça. La petite contrainte qui est assez spécifique aussi par rapport à mon utilisation, c'est que la place que j'ai dans mes caisses à outils, la place reste limitée quand même. Donc il faut optimiser et il faut savoir exactement si je vais faire une intervention qui va être que de la plomberie, que de l'électricité ou générique, etc. Et bon, j'avoue que je suis pas en permanence, mais très souvent sur une journée, voire sur une demi-journée, en train de refaire et de décharger ma remorque, pour ma caisse, pour remettre d'autres caisses à outils, pour avoir vraiment les outils adaptés. Et ça m'est déjà arrivé d'être obligé de refaire un crochet parce que finalement, alors, pour deux raisons. La première, parce que j'avais oublié un truc, et la deuxième, c'est que ces interventions-là, on me fait venir demande d'intervenir pour poser une tringle à rideau. Et en fait, il faut aussi changer le mitigeur, il y a d'autres interventions qui sont rajoutées au fil de l'eau. Et forcément, je n'avais pas forcément prévu tout ça initialement.
Alors, je l'ai vu passer tout à l'heure aussi dans la présentation de Lucie. Il y a il y a un côté sympathie. Effectivement, le vélo, ben, vous voyez sur la photo, là, vous me voyez avec ce vélo-là qui se promène dans les rues de l'agglomération valentinoise. Et ben, les gens se retournent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui m'arrêtent, qui me demandent ce que je fais. Donc, pour savoir jusqu'où j'interviens, récupérer une carte de visite ou prendre le vélo en photo pour avoir le numéro de téléphone et m'appeler le cas échéant. Donc il y a un côté sympathie. Ça m'arrive aussi que j'ai des gens au téléphone qui me disent mais vous venez chez moi, mais vous venez avec votre vélo, hein, je veux le voir, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là de vélo qui est intéressante. Alors, je ne suis pas en mesure de dire s'il y a une augmentation ou une stagnation du chiffre d'affaires, vu que j'ai directement commencé avec le vélo. Mais je vois que ce côté vélo a été sympathique. Il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, j'intervenais chez un particulier. Et j'arrive, donc on discute. Elle me dit, ah, mais vous êtes venu avec votre vélo? J'ai dit oui. Donc il est descendu de son appartement pour aller voir mon vélo qui était garé en bas. Et après, il est remonté. Dit, ah, il est chouette. Enfin, bon, voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui est intéressante et qui permet aussi de rentrer par rapport de démarrer une conversation par rapport à ça. Bon, après, il y a forcément le côté éco-citoyen, pas de pollution, etc., qui pour moi est important et qui aussi interpelle les clients. Je pense que ça influe dans le pouvoir de décision. De choisir tel ou tel intervenant pour chez soi, ben on va peut-être faire venir celui-là parce qu'il est en vélo et il ne va pas polluer, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'utilisation après, ben, donc le stationnement sur les trottoirs. Alors, depuis un an, j'ai jamais eu. Il y a eu une fois où ça a été un peu compliqué de garer le vélo, très honnêtement. Bon, c'était une petite rue très étroite avec des barrières sur les côtés. Alors, j'ai garé mon vélo, je l'ai attaché dans un coin où ça gênait le moins, mais effectivement, c'était un peu sur le trottoir. Mais par contre, pour moi, c'est le bon sens, c'est qu'il faut qu'on laisse de toute façon le passage sur le trottoir pour des piétons, voire des familles avec des poussettes. À partir du moment où il n'y a pas ça, ben, sinon il faut éventuellement aller le garer le plus loin. Mais voilà. Et l'avantage aussi, c'est que ben, dans les rues piétonnes avec le vélo, on va partout. On peut se garer au pied de l'intervention et pas à 1 kilomètre plus loin. Comme le disait Lucie, on ne va pas se prendre de PV parce qu'on est garé là. Donc voilà, il y a vraiment par rapport à ça. Alors j'ai quelques photos après que l'on va regarder. Ah oui, j'avais aussi noté par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la prime à la conversion. Donc moi j'ai bénéficié de la prime à la conversion pour acheter mon vélo là, en plus du programme Ma Cyclo Entreprise. Et alors je sais que ça a changé au mois d'août dernier, mais la prime à la conversion pour l'achat d'un vélo cargo n'impose pas la mise au rebut de quoi que ce soit. Ce qui paraît bizarre, c'est que pour un vélo traditionnel électrique, il demandait la mise en rebut d'un véhicule, mais pour un vélo cargo, il ne demandait pas du tout, parce que moi, j'ai bénéficié de la prime et j'ai pas supprimé de voiture ou de choses comme ça. Donc, jusqu'au mois d'août, la prime à la conversion était valable pour l'achat d'un vélo cargo sans contrepartie. Donc, après, dans les différents systèmes, sur la partie long tail que je connais mieux, hein, forcément, il existe des systèmes qui se fixent comme ça c'est sur un modèle Yuba, qui se fixe comme ça sur les côtés, qui permet de pouvoir transporter quelque chose de relativement long. Donc on le voit derrière, par exemple, ici, ça c'est pas mon vélo, hein, mais un artisan, j'ai dû trouver ça sur le site les boîtes à vélo, où il y a un artisan qui transporte des rails de profilés de placo sur son vélo, et on voit qu'il y en a quand même un petit paquet, quoi.
Alors, moi, j'ai dû faire une intervention chez un particulier où j'avais une crédence de cuisine qui doit faire 1,60 m, 1,80 m de long. Et en fait, j'ai fait un système de crochet qui permet de l'accrocher sur ma benne arrière et sur mon système avant. Et bah, j'ai pu sans aucun souci promener une crédence qui faisait 1,80 m sur mon vélo, quoi. Comme ça, directement. Euh, voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Je pense que, alors je ne sais pas s'il y a des questions qui sont passées, on verra peut-être après. Euh, je vais laisser la parole à Rémi maintenant. Oui, juste avant, Jean-François, j'ai regardé, donc la prime à la conversion, c'est bien avec la mise au rebut maintenant, à l'heure Ah, actuelle, des choses avec la mise au rebut d'un ancien véhicule. d'accord. Par contre, il y a un bonus vélo, hein, donc qui existe, donc c'est peut-être ça. Moi, je vous conseille bien d'aller sur le site mezvélo.fr, Oui. donc pour vérifier tout ça, et vous avez les conditions d'éligibilité, hein. Ouais, parce que avant août, c'était possible parce que moi j'en ai profité, mais je sais que ça a changé au mois d'août, donc. Voilà. Donc, Rémi, merci Attends, Jean-François. attends, je vois une question de comment tu fais pour tourner avec avec la crédence. En fait, sur le vélo Longtail, le panier avant est fixe sur le cadre, donc le panier avant ne tourne pas. Donc mon guidon et ma roue avant tournent complètement. Mais donc c'est pour ça que je peux mettre ma crédence le long du vélo. Elle reste complètement droite et mon vélo tourne quand même. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Rémi. Merci. Là, vous m'entendez du coup? Oui, super. Bon, bonsoir à tous. Alors moi, ça fait... je suis Rémi Charly, je suis restaurateur ébéniste et ça fait 30 ans que j'exerce ce métier. Et par contre, avant, je fonctionnais avec un fourgon et ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai opté pour le vélo électrique. J'ai essayé une version intermédiaire avec un vélo musculaire pour tout ce qui est trajet, pour les devis, pour les petites courses, pour le petit consommable. Mais ça ne me satisfaisait pas vraiment. Et donc j'ai opté pour le vélo un kit électrique que j'ai adapté sur un VTT. D'ailleurs, je les photos, voilà. Donc c'est un VTT avec un kit électrique acheté une entreprise vers Marseille qui s'appelle Ozo. En fait, c'est un moteur sûrement chinois, quoi, asiatique en tout cas, c'est Bafang. Et j'ai trouvé que cette entreprise qui était française, je pense que maintenant il doit y en avoir d'autres, mais il y a 10 ans, c'était un peu les seuls. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça avec simplement déjà des sacoches. Et puis petit à petit, très vite, j'ai acheté une remorque du commerce qui était vraiment trop petite. Et j'ai eu pas mal de galères avec, mais ça fonctionnait quand même. Là-dessus, j'ai le matériel Festool, aspirateur, radial, et puis d'autres électroportatifs. Donc ça me permettait quand même d'aller sur des chantiers assez facilement et en ayant un maximum d'outils quand même pour pouvoir travailler. Du coup, ça j'ai fait ça en 2015. Et donc j'avais acheté cette remorque-là en sachant que j'allais me faire une remorque par la suite. Et mais je n'avais pas encore en tête ce que je voulais exactement et j'avais besoin d'expérimenter un petit peu avant pour opter la bonne solution, quoi. Mais ça m'a mis beaucoup de temps. Je voulais quelque chose de trop sophistiqué avec établi escamotable, avec suspension et du coup, j'avançais pas. J'ai mis au bout d'un an, je me suis dit, allez hop, je me lance, je me fais une remorque basique comme celle-ci et qui fonctionne super bien en fait. Et là, avec beaucoup de récup,
Là, au niveau tarif, pour 100, entre 100 et 120 euros, en récupérant les roues, c'est les roues de VTT, la ferraille chez la ferrailleur. J'ai acheté juste les panneaux de CP bakélisés et les cornières aluminium. Et du coup, alors là, ça a changé complètement ma façon de travailler en fait. Et du coup, ça ouvre plein de possibilités. Alors le volume, la taille, je l'ai pas exactement. C'est vrai que j'aurais dû prendre les tailles, mais mettre un aspirateur radial 6 circulaire avec le rail, non, on peut mettre beaucoup de choses. Et en général, je fonctionne à. J'ai jamais pesé réellement, hein, mais entre 60 et 80 kilos. Mais je pense que je suis allé à 150 kilos à peu près. Après, c'est un peu limite quand même. Et c'est pour ça que je voudrais opter pour une remorque beaucoup plus grosse dans les mois qui viennent, pour mettre des meubles entiers dedans. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sur les chantiers, ouais, donc donc oui, par contre, ouais, j'ai gardé un fourgon, mon fourgon habituel. Je l'ai pas largué parce que du coup pour certains bois, par exemple pour les plateaux, des plateaux de bois massif avec la remorque, c'est pas possible. Je l'ai gardé aussi pour les gros volumes, et des fois ça me permet aussi d'aller sur des chantiers. Par exemple, une fois j'ai fait une cuisine, réaménager une cuisine, donc j'avais des caissons. Donc avec une remorque ça a été un peu compliqué. J'ai chargé le fourgon, j'ai mis le vélo dans le fourgon, je suis allé chez le client, monté la cuisine et laissé le fourgon sur place. Et les trajets, je suis resté 3 jours et je faisais les trajets avec le vélo. Un autre exemple, par exemple, l'évêché de Valence m'avait demandé de restaurer pas mal de meubles. Et au lieu de faire des trajets, comme si j'avais fait 10 ans en arrière, j'aurais fait je sais pas combien de trajets pour 1 ou 2 meubles. Là, il y avait des dizaines de meubles. J'y suis allé, je crois, une fois quand même avec le fourgon. J'ai amené beaucoup de matériaux et de matériel. J'aurais demandé une pièce pour pouvoir travailler sur place. Et pendant 3 semaines, j'ai fait les trajets Valence, la Baume d'Austin en vélo électrique. Donc voilà. Et donc ça permet quand même de pas trop consommer d'énergie fossile. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, après, ouais, j'ai fabriqué aussi une autre remorque. Je sais pas si ouais, donc il y a différents transports. Là, c'est sur la première, c'est un petit meuble de salle de bain que j'avais fait. Donc ça, c'était pour aller sur Romans, entre 20 et 25 km. Donc, ce qui fait 50 km aller-retour. La photo d'après, c'est une restauration d'un pigeonnier, la couverture d'un pigeonnier. Là, par contre, j'ai été obligé quand même, j'ai passé 2 semaines dessus, et j'ai été obligé quand même de prendre une fois le fourgon parce qu'il a fallu aller récupérer des tuiles chez un couvreur. Et voilà, c'était le seul trajet que j'ai fait avec le fourgon, sinon tout le reste, j'ai fait avec la remorque. Après, ça, c'est une autre remarque que je me suis faite, mais qui n'est pas non plus complètement satisfaisante. Là, c'est une remorque modulable. Alors, j'ai un caisson qui s'enquille sur la partie basse qui est noire, là, et que je peux enlever facilement. Et je mets des ridelles. Et là j'avais une armoire 19e à livrer. Et là, c'est un peu juste parce que c'est une remorque que j'ai faite avec des roues de fauteuil roulant. C'est hyper pratique pour des poids légers. Parce que déjà, puis au niveau réparation, c'est hyper facile à dégager la roue. Et la remorque est super légère. Mais cette armoire-là, c'était un peu. Ça va que j'allais pas très loin.
j'aurais pas fait Valence, j'aurais pas fait 30 km avec ce chargement-là. Mais ça fonctionne quand même. Mais c'est pour ça que il faut que je construise une remorque beaucoup plus grosse. Et puis peut-être éventuellement faire le châssis par une entreprise spécialisée, parce que j'aimerais bien avoir un freinage. Parce que là, du coup, quand il y a des gros poids, la remorque pousse derrière. Si c'est sur du plat, ça va. Avec des freins à disque, ça va très bien. Mais en descente, ça commence à être risqué, là. Donc un freinage remorque, ça peut être adapté. Rémi, j'ai une question de Philippe Serpollet sur le système d'articulation entre le timon et le vélo. Quel est ton système entre les deux? Mais sur la première, c'est j'ai pas les termes. C'est con, j'aurais dû prendre une photo. C'était oh mince. Et j'ai récupéré ça apparemment c'était des pièces de l'armée, c'était vert. C'est des rotules en fait. Et donc ouais, j'ai soudé ça sur mon timon. Donc ça fonctionne super bien. Et sur celle-ci, j'en ai pas trouvé, donc j'ai fabriqué l'articulation avec du tube et du fer plat. Assez simplement en fait, hein. Mais je pense que ouais, dans le commerce, on peut trouver des choses beaucoup plus adaptées peut-être. Mais moi, je voulais vraiment, parce que j'entends tellement souvent dire ça revient trop cher, je peux pas. Et je voulais vraiment montrer qu'on pouvait avec peu de moyens faire quelque chose, quoi. Fonctionner à vélo et puis fabriquer soi-même des remorques, du matériel, quoi. Donc voilà, je sais plus. C'est très bien, Rémi, merci. Merci beaucoup. Oh, c'est super, tu as bien montré effectivement ce qu'on pouvait faire avec de la récup. On va passer au temps des questions-réponses. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser maintenant. On peut vous donner aussi la parole si vous voulez échanger avec les différents intervenants. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. C'est le moment, et comme ça je vous donne la parole et puis vous échangez avec les intervenants. Il y avait une question auquel on n'a pas répondu, c'était est-ce que les kits d'électrification de vélos sont pris en charge par les aides de l'État ou des collectivités territoriales? Alors ça dépend des collectivités. Des informations que j'ai pu trouver, c'est surtout sur les grandes villes, les grands centres urbains. Mais je pense que dans ces cas-là, on peut se rapprocher des boutiques et vendeurs de vélos cargo qui sont sur notre territoire. Des fois, ils ont pas mal d'informations qui remontent pas forcément sur les sites internet de façon facile. Ma cyclo-entreprise, les formateurs peuvent avoir pas mal d'informations sur le sujet et d'autres entrepreneurs à vélo. En général, un café ou une bière pour discuter de vélo cargo et des aides qui sont accessibles, ça fonctionne toujours bien. Donc voilà. Merci Lucie. On a une question d'Amandine, je vais l'inviter à participer, à poser la question, comme ça sera plus convivial. Normalement, elle a reçu une invitation. On va attendre un petit peu. Si vous avez d'autres questions en attendant, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. Je m'inviterai à participer. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Bonsoir. J'aurais souhaité savoir quel était le retour des utilisateurs par rapport aux conditions météo. Alors bon, pluie, j'ai un petit peu mon idée, mais surtout par rapport à la neige
qui va être le cas puisque je suis sur le bassin chambérien. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu quelles sont les propositions faites ou les retours que vous avez eus des utilisateurs. Alors, je vais répondre, je vais commencer. Par rapport à la pluie, de toute façon, la pluie et la neige, forcément, avec un déplacement en vélo, c'est les plus désagréables, hein, forcément. Le vélo sous la pluie, il suffit d'être bien équipé avec un surpantalon, une cape de pluie, une veste. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à être assez bien protégé. Alors après, on a des gros orages, des gros trucs où on arrive complètement trempé. Hein, ça, faut pas se mentir non plus. Hein. Sur la neige, sur la neige, il existe des pneus style VTT avec des crampons, un truc un peu plus épais. Ça permet, on va dire que ça peut permettre de se déplacer de façon urbaine, à peu près correctement. C'est de toute façon galère, mais c'est pas pire qu'en voiture. Parce que comme je le disais tout à l'heure, avec un vélo, on continuera à passer à peu près partout, alors que les voitures, il y en a 2 en travers et la route est bloquée, quoi. Oui. Super, merci. Il y a Yannick qui a une question aussi. Je vais l'inviter à participer. Et M. Serpollet dit que la neige n'est pas un souci à Chambéry, il n'y en a presque jamais. Alors, est-ce que Yannick arrive à se connecter? On va attendre un petit peu. Si vous avez d'autres questions, c'est toujours sur le chat, n'hésitez pas. Oui, vous m'entendez? Bonsoir Yannick, oui, on vous entend. Oui, bonsoir, merci. J'ai des problèmes d'ordinateur et de clavier, désolé. Oui, j'avais une question à Charlie. C'est bien ton prénom, pardon, ou c'est Rémi? Je ne sais pas. Rémi. Rémi, pardon. Voilà, Rémi, excuse-moi. En fait, ton cas m'intéresse parce que ça serait un peu le mien, parce qu'en fait, je suis plombier chauffagiste. Et des fois, je peux avoir des charges très, très lourdes. Et j'aurais souhaité aussi pouvoir conserver un plus petit véhicule, parce que là, j'ai actuellement quand même un gros fourgon, mais ça serait l'idée de conserver un plus petit véhicule pour des trajets plus lourds. Mais je me pose la question, est-ce que financièrement, ça reste intéressant de garder son véhicule? Parce que c'est vrai que le vélo, bon, c'est très bien, ça fait des charges en moins par rapport au fourgon, mais je pense que moi, je suis sur Mours-Saint-Eusèbe, tu connais le secteur, je pense. Donc, je suis sur bassin romanais, qui est quand même un bassin d'activité fourni, mais j'ai l'impression que quand même, on fait peut-être moins de choses dans une journée. On les réfléchit mieux, mais on les fait moins. Alors, est-ce que financièrement, c'est intéressant parce qu'on conserve, en conservant les charges du fourgon et d'essayer de travailler un maximum en vélo, enfin, surtout au niveau des déplacements? Quel est ton retour là-dessus? Alors, Rémi, il faut juste que tu actives ton micro. Ouais, Ouais, c'est c'est bon. bon. Clairement non, ouais, c'est pas. Moi, au début, le but c'était de supprimer totalement le fourgon. Mais donc moi, j'en ai quand même besoin de temps en temps, et j'ai cherché à mutualiser le fourgon et à trouver d'autres artisans, mais j'ai pas. Personne n'était partant. Sur le moment, les gens étaient à peu près partants, quoi. Mais au moment de passer au fait, c'est compliqué, hein, quand même de mutualiser quelque chose. Surtout de la mécanique comme ça, où il y a des problèmes de réparation. Mais je pense que ça, c'est à travailler. Ouais. On en parlait justement avec Remco. C'est une question à creuser, ouais. D'accord. Mais c'est clair que c'est pas. C'est un coût, ouais. Hmm. Ouais.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, pour- ouais. Vous êtes du même secteur, donc il y a peut-être quelque chose à creuser si Yannick a une volonté aussi de mutualisation. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais, ça fait quelques années que j'y réfléchis, j'avais vu ça, mais j'avais vu ça que dans les grandes villes. Et il me semblait que notre secteur n'était pas forcément Romans, c'est pas une grande ville, c'est un peu plus petit que Valence, contrairement à où peut travailler Jean-François. Et ça me paraissait pas viable en fait. En ville, je voyais ça très intéressant par rapport aux problèmes de stationnement, aux problèmes de circulation, et puis bon, à la densité de la population et du coup de la charge de travail. Mais là, il y a un autre facteur qui est écologique, qui commence, voilà, on fait chacun sa conversion à son rythme, et c'est quelque chose auquel je pense aussi. Oui. Oui. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Alors, Yannick, Oui. moi, avant de démarrer aussi, j'avais vu avec là, les boîtes à vélo, différents artisans et des plombiers. J'avais téléphoné à des plombiers qui étaient sur la partie Aquitaine, parce qu'en fait, il y a un an ou un an et demi, l'ouest de la France était beaucoup plus développé en utilisation vélo. Donc, peut-être que si tu fais un tour sur le site des boîtes à vélo, tu vois avec Lucie, d'essayer de trouver quelqu'un qui est un peu dans le même configuration environnementale de bassin de population, pour voir s'il y en a qui ont essayé et quels problèmes ils ont rencontrés par rapport à ça. Moi, j'ai téléphoné à 2 ou 3 et les gens, super sympas, super agréables, ils ont répondu à toutes mes questions, quoi. D'accord. Ben, j'irai m'enseigner. Je te remercie. Super, merci. On a encore une dernière question et puis après il va falloir clôturer. Donc la dernière question, c'est par rapport aux assurances. Comment vous assurez vos marchandises? Si vous avez une réponse là-dessus, Jean-François ou Rémi. Alors, et les vélos aussi, par la même occasion. Ouais. Alors, pour le vélo, c'est assez compliqué parce que assurer un vélo cargo dans le cadre d'une utilisation professionnelle, c'est les assureurs les assurances sont hors de prix. Franchement, c'est complètement démesuré. Ils acceptent uniquement si le vélo a moins de 6 mois. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu nouveau dans le métier de l'assurance et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment gérer ça. Je vois Lucie qui oscille de la tête, donc je sais qu'il y a des choses qui sont en route et en cours avec les boîtes à vélo, donc tu vas pouvoir en parler derrière. Après, sur la partie matérielle, très clairement, mon vélo, je le laisse jamais avec le matériel. Donc, quand je pose mon vélo, que je fais une intervention, j'emmène ce que j'ai avec moi. Je l'emmène même quitte à faire 2 voyages quelquefois ou 3 s'il faut, mais je laisse peu de matériel dessus. Ouais. Mais peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'en fonction du matériel et de ce que tu transportes, tu as peut-être intérêt. Mais effectivement, oui. Super. Merci. Juste avant de clôturer, je vais vous faire 2-3 questions qu'on avait préparées. Je vais publier la première question qui est: êtes-vous prêt, suite à ce webinaire, à vous lancer dans l'aventure du vélo cargo? Je vous laisse y répondre. Pour l'instant, on n'a que des oui. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Ok, top. On avait une autre question, c'est sur votre volonté ou non de vous inscrire à une formation à Massiclo Entreprise. C'est pareil, on a quand même un beau panel quelques de artisans volontaires qui sont intéressés par une formation et du coup, plus spécifiquement, la dernière question, c'est sur quel territoire vous souhaitiez vous faire former, voilà, entre Clermont, Lyon et Grenoble ou un autre territoire. Ok, on est plutôt sur autre. Il y a des autres. Ouais. N'hésitez pas dans les commentaires, dans le chat, de donner des indications un peu géographiques des formations, des localisations de formation que vous souhaitez.
Ça donnera une idée à Lucie pour déployer des formations ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes que ce qui existe actuellement. Top. J'avais juste deux, trois informations supplémentaires à vous donner pour aller plus loin sur la transition écologique et dans vos démarches, notamment de mobilité durable, mais pas que sur les pratiques environnementales. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre chambre de métier et de l'artisanat en local, donc départemental, qui peut vous accompagner dans des diagnostics personnalisés et vous orienter, le cas échéant, vers d'autres partenaires. Il ne faut pas hésiter en tout cas à nous appeler. Là, je vous ai mis l'ensemble des coordonnées des chambres de métiers d'artisanat donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il y a juste des localisations, super. Donc, on va clôturer là le webinaire. Je vous remercie tous pour votre attention. J'ai remis les coordonnées de Lucie, des boîtes à vélo et les miennes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce PowerPoint, vous pouvez le télécharger directement sur Livestorm et puis vous pouvez suivre le replay si jamais il y a des choses que vous avez loupées. N'hésitez pas non plus à vous connecter sur le site de la Chambre de métiers d'artisanat. Vous allez voir l'ensemble des webinaires, des rendez-vous de l'environnement, ceux qui sont passés, donc vous pourrez revoir la diffusion ou ceux qui vont venir. Merci beaucoup à tous, merci à nos intervenants et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.